Aujourd'hui, on parle de comment maximiser l'utilisation d'Instagram pour son entreprise avec notre invité du jour, Charlie Fernandez. Bienvenue à l'épisode 67. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui pour cet épisode 67. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Charlie Fernandez de l'agence Réverbère, une toute nouvelle agence qui a vu le jour il y a quelques mois, mais qui est en lancement dans ces dernières semaines et qui est spécialisée dans l'utilisation d'Instagram pour les entreprises. Pour ceux qui ne connaissent pas Charlie, c'est quelqu'un qui a été très impliqué dans le web à Québec, le WAC, comme on le dit, comme on l'appelle plus communément. Alors, il a été très impliqué à ce niveau-là. Il a travaillé également en agence avec l'IBO notamment. Et maintenant, il a décidé de voler de ses propres ailes avec une agence qui s'appelle l'agence... Alors, Charlie viendra nous parler des différents trucs, des différentes astuces qu'on peut mettre de l'avant déjà pour l'utilisation d'Instagram. Et il va aussi nous... divulguer quelques trucs, quelques nouveautés qui s'en viennent sous cette plateforme-là. Donc, je pense que ça peut être particulièrement intéressant pour les gens qui veulent mettre de l'avant, surtout avec l'envol qu'a pris Instagram depuis son rachat de Facebook. Là, je pense que cette plateforme-là est devenue un incontournable dans notre marketing. Donc, Charlie Fernandez viendra nous parler de ça durant l'entrevue. Alors, avant de vous laisser à l'entrevue avec Charlie, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez le faire sur Facebook, au facebook.com/M Marco Bernard. Sur Instagram, comme le sujet du jour, alors vous pouvez me rejoindre au instagram.com/M Marco Bernard. Vous pouvez également le faire par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial, marcobernard.ca. Et sur ces plateformes-là, Facebook et Instagram, dans les prochaines semaines, il va y avoir énormément de primeurs qui vont être mises de l'avant. Alors, je vous invite à vous abonner sur ces plateformes-là pour être informé en primeur, évidemment, informé en premier lieu de ces nouveautés-là. Et vous pouvez également le faire en vous rendant simplement au marcobernard.ca/primeur, P-R-I-M-E-U-R-S. Et vous allez être en mesure de jeter un œil à ce qui s'en vient de ce côté-là et à être informé en tout premier lieu des primeurs qu'il va y avoir sur le site dans les prochaines semaines. Et Dieu sait qu'il y en aura énormément. Alors, avant de vous laisser à l'entrevue avec Charlie Fernandez, j'aimerais vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. Alors, Production Extrême, c'est une entreprise qui est basée à Granby au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'une expertise inégalée dans le domaine. Elle est forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements. Donc, Production Extrême peut vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés au niveau des vêtements, que ce soit pour une production locale ici au Canada ou encore en Orient en importation. L'équipe de vente a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur qui est disponible au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Charlie Fernandez de Réverbère. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est très apprécié. Écoute, merci à toi pour l'invitation et toujours un plaisir de pouvoir partager ce qui me passionne avec toi et puis avec les auditeurs également. Et voilà, je te laisse quelques minutes pour te présenter, nous donner ton parcours globalement ce qui s'est passé dans ton parcours professionnel.
Je vais pas te raconter les 29 dernières années parce qu'il nous faudrait plus que 2-3 minutes, mais je vais te prendre les 8 dernières, à savoir les 8 années donc, que j'ai passées à Québec. Moi, je suis arrivé, comme vous l'entendez, de l'autre côté de l'océan, plutôt depuis l'autre côté de l'océan, pardon. Et je me suis installé donc à Québec. J'ai commencé à travailler donc à l'Orchestre symphonique de Québec au tout début, puis j'ai basculé vers le monde des agences et du numérique, là où j'ai fait mes premières armes, comme je les appelle. J'ai notamment travaillé donc à titre du chargé de développement des affaires pour une firme qui s'appelait Sogix, qui a été rachetée depuis par Spectrum. J'ai travaillé à titre de responsable des communications et du marketing pour l'IBO. Puis j'ai pris la direction des communications du WAC pendant 2 ans. J'ai fait un petit peu de radio également par la bande. J'ai eu le plaisir d'être, entre guillemets, blogueur invité sur plusieurs plateformes. Puis il y a 3 ans, je me suis lancé donc dans la plus belle aventure et le plus beau voyage de ma vie, qui est celui de l'entrepreneuriat. J'ai été pendant 1 an travailleur autonome, puis j'ai lancé ma première startup avec mes associés qui s'appelle Maple Insight, qui est un startup studio. Et donc là, je viens de lancer avec un autre de mes associés et amis, Tristan Jevaux, Réverbère, la première agence de communication uniquement dédiée à Instagram dans la province. Ça fait un beau parcours pour 8 ans, ça. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Je me dis à quoi vont ressembler les 8 prochaines années. J'ai hâte de le voir, mais j'ai surtout envie de profiter au jour le jour de ce qui se passe. Parce qu'on vit, je pense, à une époque qui est extrêmement fascinante, surtout pour nous qui travaillons dans ce domaine-là. Et profiter au jour le jour, je pense que c'est ça qui compte. Oui, tout à fait. Et là, il y a Réverbère qui vient d'être mise en route. Réverbère qui est une agence qui est vraiment orientée pour les entreprises qui veulent se démarquer sur Instagram. Oui. Dis-moi où, quand, comment, pourquoi Réverbère? C'est une excellente question. En fait, ça remonte déjà il y a un peu plus d'1 an, je pense. On avait déjà des idées et des velléités quant à ce genre de projet, dans la mesure où une des startups qu'on avait chez Maple Insight donc, faisait ce qu'on appelle de la monétisation de trafic. Et qui dit monétisation, dit acquisition. Donc, on faisait de l'acquisition vraiment omnicanal, si je puis dire. On travaillait autant sur Facebook avec de l'organique qu'avec Facebook Ads. On travaillait avec Twitter, on travaillait avec LinkedIn, on travaillait bien entendu donc avec Instagram, YouTube, Reddit. Bref, on a vraiment testé un paquet de plateformes. Puis on a rapidement identifié beaucoup de potentiel sur Instagram, notamment en organique, ce qui est de plus en plus difficile sur les médias sociaux, on va se le dire. Allô Facebook. Donc ça a commencé comme ça en fait. Ça a commencé comme ça. Puis très récemment, la vie a fait que c'était un timing fabuleux parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'en viennent pour les marques canadiennes sur Instagram. Je parle notamment des liens dans les stories ou encore des shoppable items. On aura le temps d'y revenir dans cette discussion. Donc j'ai voulu confirmer entre guillemets le pressentiment par des chiffres parce que je suis quelqu'un d'assez cartésien. Donc j'ai commencé un petit peu à rechercher que représentait Instagram de point de vue opportunité en affaires et je me suis rendu compte que les chiffres étaient au rendez-vous puisque je veux dire très récemment, on parle du printemps dernier, Forbes a réalisé une étude dont la conclusion était qu'Instagram est la plateforme la plus propice pour créer un lien, un engagement, une interaction, une discussion entre une marque et ses clientèles. On parle de clientèle actuelle ou de clientèle future. J'ai regardé également, parce que moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui s'appelle donc le commerce électronique. J'ai découvert également, ça c'est plus une étude donc, de Shopify qui date d'il y a une couple de mois également, qu'Instagram était extrêmement profitable en situation d'e-commerce, puisque des usagers d'Instagram, lorsqu'ils ont un panier d'achat moyen en ligne, ce panier d'achat est aux alentours de 65 dollars USD, ce qui fait 73 dollars canadiens à peu près. Ce qui en fait d'ailleurs le deuxième réseau social le plus prolifique, si je puis dire, devant Facebook, avec un panier d'achat, je crois, moyen de 55 dollars canadiens. Et derrière Polyvore à 67,25. Polyvore qui est une sorte de marketplace en fait, pour le prêt-à-porter, pour les créateurs. Donc c'est ces chiffres-là qui nous ont beaucoup donné le goût de lancer Réverbère. C'était assez embryonnaire comme projet au début. Nous, avec mon associé, on a une mentalité qui est vraiment axée startup. Donc, on a commencé à regarder ça tranquillement, pas vite. Puis, on s'est dit, on va essayer de proposer quelque chose de base, puis on va le faire évoluer avec le temps. Et pour le moment, ça évolue pas mal. Ça évolue pas mal dans la mesure où on a réussi, je pense, à développer une offre de service qui peut s'adapter à des PME comme à des très grandes entreprises. C'est sûr qu'il faut que ces entreprises en question-là aient une ADN, je veux dire, assez en accord avec Instagram, d'un point de vue esthétique, mais également d'un point de vue valeur, si je puis dire. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Réverbère. Donc, bon. Dis-moi, quel genre de service vous offrez présentement chez Réverbère?
Nous, en fait, chez Reverber, c'est très simple. Moi, je viens du monde des agences, donc on est très rapidement dans le monde des agences conditionné par la notion donc, de process. Donc, on a vraiment travaillé sur cet aspect-là très tôt. Tous les clients avec qui on travaille se voient offrir les premières collaborations, si je puis dire, les premières discussions, une analyse gratuite. Ce qu'il faut savoir, chez Reverber, on a une promesse qui est extrêmement axée sur le retour sur investissement et sur les performances, puisqu'on garantit déjà des résultats probants à très court terme. On parle de 3 à 4 semaines après le début de l'opération de la stratégie. Donc, on a besoin de faire cette analyse-là qui porte donc sur l'état de la communauté de la marque sur Instagram, qui porte sur la portée de ses publications, notamment sur le contenu de ces publications-là ou encore la façon dont ils sont enrichis. Et à partir de cette analyse préliminaire-là, qui est gratuite et sans engagement, on définit s'il y a matière à collaborer avec la marque en question. C'est possible qu'il n'y ait pas matière à le faire dans le sens où la marque n'est pas prête ou pas adaptée à cette plateforme ou que nous, on n'ait pas de valeur ajoutée à apporter. Ça arrive bien entendu. À partir de là, généralement, c'est un processus qui est qui est différent pour chacune, mais assez linéaire dans le sens où le blueprint est le même pour toutes les campagnes, si je puis dire, ou pour toutes les marques. Ensuite, c'est l'application qui change. Donc, ça passe par de la stratégie. La façon dont on travaille la stratégie chez Reverber, c'est très simple. C'est une stratégie qui est divisée en 3 étapes. On travaille tout d'abord sur la stratégie d'affaires. Donc, on parle notamment des personas de clientèle, de fixer des objectifs à atteindre ou encore de l'intégration d'Instagram donc dans le processus d'achat et donc le processus de vente, bien entendu, vice-versa. Ensuite, on a tout ce qui s'appelle la stratégie de contenu, où là, on parle plus donc de ligne éditoriale, de fréquence de publication, des thématiques qu'on va vouloir aborder, des hashtags auxquels on va associer cette thématique-là. Puis ensuite, la stratégie d'interaction. Et je pense que cette stratégie d'interaction, c'est vraiment ce qui nous différencie des agences de communication, des agences de publicité plus traditionnelles, si je puis dire, pas traditionnelles dans le sens où on fait du print et de l'affichage, ou de la télé, de la radio, plus des agences qui sont un petit peu des généralistes, comme je les appelle, donc qui font du Facebook, du Twitter, bref, qui font pas mal de choses. Cette stratégie d'interaction-là, nous, c'est quelque chose qui est arrivé, je dirais, quand on a commencé à faire nos premières preuves de concept, on s'est rendu compte que Instagram, la force du réseau social, quand on la compare par exemple à un Facebook, c'est que la plateforme, la façon dont elle est montée, nous permet d'aller interagir en tant que marque directement avec nos clients potentiels ou actuels. Contrairement à Facebook, on n'est pas dans l'entente d'une interaction pour pouvoir, entre guillemets, interagir ensuite avec la personne. Instagram, on peut le faire donc de manière très spontanée et directe, mais il faut bien entendu le prévoir. Donc ça, c'est pour la stratégie. Ensuite, il y a toute donc la partie donc direction artistique dont s'occupe mon associé, où là, on va vraiment justement adapter le fameux blueprint, notamment en ce qui a trait à la stratégie de contenu au client, donc en son ADN. Ensuite, on a bien entendu la partie donc, qui touche à la création de contenu. Quand on parle de création de contenu, donc photos, vidéos, de l'illustration, du textuel, etc. C'est également quelque chose qu'on propose. La gestion de communauté, évidemment. Puis, pour tous nos clients, il n'y a aucun client qui échappe à ça. Toute la partie analytique et reporting. En fonction des budgets, on offre 2 types de solutions. Soit un reporting donc uniquement mensuel, qui est un reporting à vocation itérative dans la mesure où les stratégies qu'on monte doivent évoluer. Et ce rapport analytique-là mensuel vient appuyer donc cette philosophie-là, si je puis dire. Puis ensuite, on a vraiment le rapport mensuel plus le rapport hebdomadaire. Le rapport hebdomadaire, c'est plus pour des gens qui veulent vraiment avoir un contrat très proche de leur campagne et de leur retour sur investissement, où on cible donc une demi-douzaine d'indicateurs clés de performance et où on leur fait chaque semaine donc un petit débriefing de ce qui se passe dans leur écosystème sur Instagram. Ça, c'est vraiment donc l'offre, si je puis dire, très verticale, très blueprint, le pattern qu'on suit. On a 2 offres de services ensuite, ou plutôt 2 services distincts, qui est bien entendu la publicité, que ce soit de la publicité sur Instagram ou de la publicité en utilisant donc les datas qu'on a sur Instagram, donc un petit peu de retargeting. Puis on a également tout ce qui se passe au niveau du marketing d'influenceurs, où là on va travailler sur des clientèles locales ou même nationales et internationales. Donc c'est pas mal ça qu'on offre aujourd'hui chez Reverber, en plus donc des fameux résultats qui nous tiennent tant à cœur. OK. On va pouvoir revenir tantôt sur les métriques à vérifier quand on utilise Instagram, mais avant ça, j'aimerais te poser une question par rapport à Instagram même. Il y a sûrement des auditeurs qui nous écoutent présentement qui ont des entreprises et qui n'utilisent pas cette plateforme-là. Ils se posent la question, pourquoi on devrait utiliser Instagram comme dans notre éventail d'actions marketing qu'on veut faire? Pourquoi on devrait utiliser cette plateforme-là plutôt qu'une autre? Déjà, le premier conseil que je vais leur donner, c'est vous ne devez pas l'utiliser, vous devez tout d'abord le considérer. Il ne faut pas utiliser un réseau social ou un outil parce que tout le monde l'utilise ou parce que vous voyez quelqu'un l'utiliser. C'est peut-être un outil qui ne correspond pas au marché auquel vous êtes, donc où votre clientèle ne sera pas dessus. C'est peut-être un outil où vous n'aurez pas les expertises nécessaires pour briller, parce qu'on s'entend,
c'est un métier et où vous aurez peut-être pas le temps non plus d'y être. Donc, le premier conseil que je donne aux gens, c'est de considérer la plateforme et de la comprendre avant de vouloir forcément l'installer et l'intégrer. Nous, qu'est-ce qui, je pense, peut être intéressant pour une entreprise puis, j'aime pas trop faire de généralité, donc je vais rester un petit peu en surface pour pas rentrer dans des domaines très précis. La première chose que je trouve intéressante, hormis les statistiques que je vous donnais tantôt, donc à savoir le fait qu'Instagram, selon Forbes, soit la plateforme sociale la plus propice pour créer de l'engagement entre une marque et ses clientèles et la valeur donc d'un abonné d'Instagram en situation e-commerce. On parle de panier, de valeur moyenne d'un panier d'achat, donc qui est de 65 dollars canadiens. Le gros avantage, moi, que je vois, je pourrais en citer 2 ou 3. Le premier, c'est la croissance qu'on a eue sur les 2 dernières années en ce qui a trait aux usagers mensuels actifs de la plateforme. On est passé de 350 millions en 2015 à 800 millions en 2017. C'est pas étranger au rachat d'Instagram par Facebook, j'imagine? Ça date parce que c'était, je crois que c'était en 2012 le rachat, donc ça commence à dater. Là, ce qu'il y a, c'est vraiment Instagram est devenu un réseau social populaire, si je puis dire. C'est plus un réseau social de niche. Je pense que le fait qu'Instagram, ou plutôt que Snapchat se soit fait copier par Instagram et également peut-être joué dans la chose. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ils ont plus que doublé leur audience. Instagram, c'est un réseau social qui existe depuis 10 ans. Ils ont doublé, donc ils ont fait 450 millions de nouveaux usagers en seulement 2 ans. Il y a plus de, il me semble, j'ai peur de dire une bêtise, il faut vérifier, mais il me semble qu'il y a plus de 15 millions de marques qui sont présentes, de comptes de marques qui sont présents sur Instagram. Et ça, je sais qu'il y en a plus d'1 million qui font de la publicité de sources sociaux. Donc, au niveau de la croissance, si je puis dire, donc des usagers de la plateforme, je pense qu'il y a clairement une opportunité là. Comme je disais, c'est un réseau social qui est devenu populaire et qui est même devenu plus populaire que d'autres plateformes comme Twitter, par exemple. Le deuxième gros avantage, moi, que je vois à l'utilisation d'Instagram, j'y faisais un petit clin d'œil tantôt, c'est sa malléabilité. Déjà, premièrement, il faut que vous gardiez en tête que vous n'êtes pas propriétaire de votre marque sur les réseaux sociaux. Ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux, au final, ce n'est pas un territoire que vous contrôlez. Ça ne vous appartient pas. Donc, vous allez devoir évoluer dans un terrain de jeu où les bords ont été prédéfinis et respecter, entre guillemets, donc ce terrain de jeu-là. Instagram, sans pour autant dire que c'est le Far West, il y a quand même une certaine malléabilité dans la plateforme et dans ses fonctionnalités. On peut parler d'automation marketing, on peut parler de drip marketing par le biais notamment de la messagerie. Il y a vraiment de choses très, très intéressantes. Il y a des applications également, je ne sais pas si nos auditeurs ont connu la grande époque de Twitter, que j'appelle, celle où on pouvait builder vraiment des applications tierces très rapidement et très facilement sur l'API de la plateforme. Instagram, c'est un peu ça, contrairement donc à d'autres réseaux sociaux comme Facebook où on assiste à une chute perpétuelle du taux d'engagement et de la portée notamment organique, où il est très difficile d'aller interagir avec nos clientèles de manière un petit peu, c'est pas direct, mais c'est plus de manière proactive, je dirais. Donc, je pense que ça en fait un gros avantage. Puis, la dernière, parce qu'il faut avancer dans la chose aussi, le dernier gros avantage que je vois à Instagram, c'est les fonctionnalités qui s'en viennent. Je veux dire, je pense que les marques qui auront su se positionner là dans les mois précédents et dans les 3 à 4 mois qui s'en viennent sur Instagram vont réaliser en 2018 de très grosses performances. Le premier indicateur qui me fait dire ça, c'est la mise en ligne, si je puis dire, ou la disponibilité à certains comptes des fameux liens dans les stories. Les stories qui sont des contenus donc, qui ont une vocation à vivre de 24 heures et où on peut placer donc des liens directement dans celle-ci pour faire remonter du trafic vers une page de destination quelconque. Puis la deuxième que moi je trouve très intéressante de fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle les shoppable items. Instagram a toujours eu des problèmes, si je puis dire, en ce qui a trait à l'acquisition de trafic, dans la mesure où jusqu'à très récemment, la seule possibilité qu'un marketeur ou une entreprise avait pour faire remonter du trafic depuis la plateforme était le fameux lien qu'on avait dans la bio, lien que personne vraiment utilise ou personne, entre guillemets, ne considère dans la mesure où les résultats sont pas top. Les liens dans les stories et ces fameux shoppable items qui sont ni plus ni moins que des images que vous allez poster dans votre feed et qui sont cliquables, notamment pour renvoyer vers une landing page d'un produit, vont changer la donne. C'est clairement des éléments majeurs. Et le fait que Instagram soit malléable, donc comprendre ici qu'on peut rapidement aller chercher des audiences de plusieurs milliers de personnes, de leads qualifiés, qui sont aussi faciles de les faire remonter vers une landing page quelconque pour, par exemple, récupérer une adresse courriel et à partir de là, mettre en place des campagnes d'email marketing, enfonce, je pense, à mon humble avis, le réseau social à considérer à notre époque, vraiment. Est-ce que tu dirais que, parce que tantôt tu parlais de Snapchat versus Instagram, on a effleuré rapidement le sujet, dirais-tu qu'avec le rachat de Facebook et avec la copie, entre guillemets, de certaines fonctions de Snapchat par Instagram, dirais-tu que
lentement, Instagram est en train d'étouffer Snapchat? Ah, c'est pas lentement, c'est Snapchat cette année elle a eu très difficile par rapport aux initiatives d'Instagram. Faut pas oublier que Facebook avait fait une offre d'achat, je me rappelle plus le montant à Snapchat, puis Ouais. Snapchat avait refusé. Et je pense qu'aujourd'hui ils doivent s'en mordre les doigts ou pas, en tout cas, parce qu'ils ont dû apprendre et puis développer des expertises et des compétences très intéressantes, notamment au niveau de la reconnaissance faciale, de la réalité augmentée, etc. Mais Facebook a été extrêmement agressif dans la mesure où il a fait comprendre à Snapchat qu'il n'avait pas besoin de Snapchat pour avoir les audiences et les usagers de Snapchat. Ils se sont contentés, entre guillemets, de copier des fonctionnalités puis de les enrichir, puisque ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les stories sur Instagram, c'est fou. On peut faire des sondages, on peut mettre des liens, on le disait tantôt. Ouais. On peut également se géolocaliser dans des endroits pour faire en sorte que le contenu de notre story apparaisse dans la story donc, de cet endroit géographique-là. Ils ne se sont pas contentés de copier la fonctionnalité, ils l'ont également améliorée. Et personnellement, j'étais très grand utilisateur de Snapchat auparavant. Puis depuis qu'Instagram a copié donc la fameuse fonctionnalité clé qui est les stories, je fais plus de stories sur Snapchat, mais je fais que des stories sur Instagram. Voilà. Donc, c'est une question de temps avant que Snapchat et... Snapchat aura toujours son marché. Je pense que mais c'est très difficile de comparer les deux plateformes parce que quand on les compare, il faut les comparer, mettons, dans un contexte géographique, entre guillemets, assez vaste pour avoir des données représentatives. Si on compare Snapchat et Instagram au Québec, on n'aura pas un échantillonnage assez important et assez représentatif, surtout pour tirer des conclusions intéressantes. Par contre, si on compare ces deux plateformes sur un marché beaucoup plus, je dirais, important en termes de taille et diversifié en termes d'usagers, comme le sont par exemple les États-Unis, Snapchat aura toujours, je pense, encore, peut-être toujours c'est un bien grand mot, mais encore une préférence de la part des plus jeunes. C'est très marrant ce que je vais vous dire, et puis c'est une anecdote que j'aime partager dans la mesure où ça montre à quel point quelques années peuvent faire la différence. Très récemment, moi, j'avais ma petite sœur qui a la vingtaine à Québec. Moi, le soir, je regarde mes séries sur Netflix. Elle, le soir, elle regarde des stories donc, de ses influenceurs préférés sur Instagram. Mais des amies, elles, qui sont beaucoup plus jeunes, elles sont uniquement et exclusivement sur Snapchat, par exemple. Donc, ça dépend des intérêts. Il y a toujours cette notion également de tribu qui est très importante sur Snapchat, qu'on retrouve souvent. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir un petit peu le travail de Nelly Brière à cet effet, donc, qui est extrêmement passionnante quand elle parle de Snapchat et d'autres choses. Mais je pense que c'est deux plateformes qui peuvent exister l'une en parallèle de l'autre, mais les initiatives récentes d'Instagram ont mis un petit peu de plomb dans l'aile, si je puis dire, aux prévisions de croissance de Snapchat, je pense. Est-ce que, à ta connaissance, au niveau culturel, c'est la même chose du côté de l'Europe, dans le sens où l'utilisation est sensiblement la même là, de l'une ou l'autre de ces plateformes-là, selon l'âge des gens qui l'utilisent, l'âge des utilisateurs? C'est une question très intéressante. Je ne me risquerai pas à y répondre parce que, pour être franc avec vous, en 8 ans ici, je suis seulement rentré une fois en Europe, donc un petit peu honte. OK. Je suis plus en contact maintenant avec le marché donc américain que le marché européen. Mais je pense qu'on peut observer certaines similitudes, je pense, dans les comportements et puis surtout au niveau démographique, en ce qui a trait donc au qualificatif de l'audience. Je pense qu'on peut observer, oui, certaines similitudes. On pourrait notamment faire une comparaison avec le Royaume-Uni, qui est un territoire anglophone, avec les États-Unis, ça pourrait être très intéressant. En France, moi, je vois mes amis qui sont quand même assez, les gens de mon âge, moi j'ai 29 ans, qui sont quand même assez présents sur Instagram. Donc, je sais pas, ce serait intéressant, faudrait vérifier ça. Ouais. OK. Tantôt, tu parlais le premier, dans le fond, pourquoi on devrait considérer Instagram. Tu disais on devrait le considérer d'une part. Là, c'est la première chose qu'on devrait faire. On l'a considéré, on a déterminé que ce serait une bonne chose pour notre entreprise de se lancer sur Instagram. On commence où après? Moi, souvent, je ramène souvent les gens aux fondamentaux parce qu'on vit dans une époque où il faut toujours aller très très vite et puis c'est bien d'aller vite, mais c'est bien de bien faire les choses également. Donc, ce que je conseille souvent au monde, c'est de transposer donc leur stratégie, si je puis dire, d'affaires dans le contexte d'Instagram. Le meilleur exemple que j'ai pour illustrer ce conseil, c'est justement les fameux personas de clientèle. Pour moi, si vous n'avez pas les personas de clientèle, si vous n'avez pas des objectifs et si vous n'avez pas un parcours d'achat, votre business, pour moi, ça va être très compliqué de la positionner sur Instagram dans la mesure où vous ne serez pas capable de traduire ces, entre guillemets, besoins d'affaires-là en besoin d'affaires sur Instagram et votre adoption de la plateforme va être difficile. Pour en revenir aux persona de clientèle, donc, moi, ce que je conseille souvent à mes clients,
pousse toi, chaton. Ce que je conseille souvent à mes clients, c'est de prendre donc les personas de clientèle qu'ils ont traditionnels, si je puis dire, et de les adapter à Instagram par le biais des tendances, des métriques qu'on peut avoir sur Instagram. On peut parler, par exemple, de nombre d'abonnés, on peut parler, par exemple, de thématiques de contenu qui leur sont chères, des hashtags qu'ils utilisent ou encore des usagers avec lesquels ils interagissent. Le challenge, si je puis dire, le défi de ce conseil-là, c'est vraiment de transposer la réalité d'une business dans son quotidien dans le plus simple acabit à une réalité donc sur Instagram et voir un petit peu si cette clientèle est là. Une fois que ça c'est fait, et c'est vraiment encore une fois une pierre angulaire, j'en parlais notamment dans la conférence que je donnais au Web à Québec l'année dernière, qui s'appelle l'art du growth hacking sur Instagram, qui est disponible sur YouTube d'ailleurs, je pourrais vous donner le lien si vous le souhaitez. C'est ensuite donc d'insérer donc Instagram dans un processus d'achat et un processus de vente. Ça dépend si on le regarde côté entreprise ou côté client. Dans la mesure où souvent j'entends ouais mais les réseaux sociaux, il n'y a pas de retour sur investissement. Wrong. Les réseaux sociaux n'ont pas un bon retour sur investissement dans ton cas pour deux raisons. Premièrement, tu n'as pas d'objectif, donc tu ne sais pas ce qu'il faut mesurer et surtout tu ne sais pas quoi mesurer, savoir si c'est bon ou pas bon. Puis surtout, tu penses qu'un réseau social va autant jouer au niveau de la notoriété qu'au positionnement de la marque, qu'au niveau de l'aspect lead nutrition, que l'aspect vente, que l'aspect fidélisation. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir, entre guillemets, être réaliste, il faut savoir placer ces pièces sur la bonne place de l'échiquier et se dire, bon, ben, cette plateforme-là, pour moi, ça va être une plateforme qui, par exemple, va me permettre de vendre. Ou cette plateforme-là, par exemple, pour moi, dans le cas de ma business, ça va me permettre de faire de la fidélisation de clientèle-là. Et une fois que vous aurez structuré donc ce que j'appelle la machinerie de vente, donc savoir c'est quoi la place de chacun de vos outils dans votre processus de vente ou encore une fois d'achat, là, vous allez être capable d'avoir vraiment une stratégie qui va avoir du sens. Après, ce qui est très important, c'est tout l'aspect stratégie de compte. J'en parlais tantôt. Il y a bien trop de marques encore à aujourd'hui qui sont incapables de travailler avec un calendrier éditorial et de dire, bon, ben voilà, nous, ça, c'est les thématiques de notre ligne éditoriale. On publie à telle fréquence. Ça, c'est les hashtags sur lesquels on travaille, par exemple. Et ça, c'est, mettons, les campagnes publicitaires qu'on monte en parallèle pour faire je sais pas moi, de l'acquisition de trafic par rapport à un certain objectif. Une fois que vous allez avoir couvert ces deux terrains-là, je pense que vous aurez une fondation solide. C'est le b.a.-ba pour être sur Instagram et surtout être efficace sur Instagram aujourd'hui. Puis c'est surtout le b.a.-ba pour, encore une fois, mesurer le retour sur investissement de vos actions. Tu parles de mesures, tu parles de trucs qu'on doit surveiller. Oui. Ce serait quoi les métriques qu'on doit auxquelles on doit vraiment faire attention pour mesurer un peu, observer la croissance de notre utilisation de cette plateforme-là? La seule métrique que les entrepreneurs doivent garder en tête, c'est les ventes. C'est les ventes, mais le problème, c'est que c'est la dernière métrique que vous allez regarder dans la mesure où, comme dans toute chose, si je puis dire, sur cette planète, il y a un cycle. Donc, les premières métriques que vous allez regarder, c'est des métriques qui sont liées, encore une fois, à celles qui sont en amont dans votre processus d'achat ou de vente. Donc, on parle notamment de la notoriété. Donc, quels sont des indicateurs clés de performance de notoriété sur Instagram? On peut parler, bien entendu, du nombre d'abonnés. C'est quelque chose qui est, je pense, à prendre avec des pincettes, dans la mesure où, dans les dernières années, il y a eu une certaine recrudescence de... C'est pas des faux comptes, c'est pas des bots, parce que les gens appellent ça des bots et c'est pas des bots, c'est juste des usagers inactifs qui vous suivent, parce que ces usagers-là ont engagé, entre guillemets, avec une application, étant en contact avec une application, et cette application-là, maintenant, a les accès, entre guillemets, à leur compte pour suivre votre compte ou quoi que ce soit. Donc, on se retrouve avec des marques qui ont 10 000 abonnés, mais qui ont un taux d'engagement proche de 1% ou parfois 0,5%, ce qui est très mauvais. Ce qui m'amène donc à mon deuxième indicateur clé de performance, qui est donc le fameux taux d'engagement. Savoir combien d'interactions vous avez eues par rapport à votre nombre total d'abonnés et savoir si votre contenu est bon. C'est un indicateur clé de performance qui est très intéressant pour votre marque, mais c'est également un indicateur clé de performance qui est très intéressant quand on compare Instagram à d'autres médias sociaux, notamment Facebook. Je veux dire, chez Reverber, on a des comptes qui arrivent à avoir des taux d'engagement à 20, 25, 30%. C'est énorme, on parle de marques qui ont plusieurs milliers d'abonnés. Je mets n'importe qui au défi d'avoir les mêmes performances sur un média comme Facebook à date, de manière organique. C'est totalement impossible. Et puis, ça va continuer à être de plus en plus dur, alors que sur Instagram, notamment avec la mise à jour donc récente de l'algorithme, on parle de fin de l'année dernière, milieu de l'année dernière, cette possibilité-là existe encore quand on a une bonne stratégie de contenu. Donc, encore une fois, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans chaque étape de votre processus de vente, vous allez avoir un contexte.
Et dans chaque étape, vous allez avoir un objectif à atteindre. Et ces objectifs-là, vous devez les traduire en indicateurs clés de performance. Donc oui, au début, on parle de notoriété, mais à la fin, vous allez pouvoir parler, mettons, de vente, valeur, volume. Et entre-temps, vous allez pouvoir parler de métriques, par exemple, comme une inscription et une infolettre. Il faut arrêter de penser que le marketing par courriel est mort. J'en parlais récemment avec Olivier Lambert et surtout David Grégoire, que je salue au passage. Et on se disait à quel point les gens laissent ça de côté. Mais encore une fois, rappelez-vous ce que je vous disais au début de l'entrevue, vous n'êtes pas maître de ce qu'il y a actuellement sur Instagram. Vos abonnés ne sont pas vos abonnés à proprement dit. Si Instagram shut down du jour au lendemain, Mark Zuckerberg ne va pas vous envoyer un joli CSV avec les adresses courriel de vos abonnés. Ça ne va pas se passer comme ça. N'oubliez pas, voyez les réseaux sociaux comme des géants auxquels vous souhaitez vous agripper pour ponctionner du trafic, ponctionner de la data. Et cette data-là, comme on le disait tantôt, a de la valeur. Notamment dans le cas du e-commerce, on en parlait avec la valeur des paniers d'achat moyens. On parle d'une valeur de 65 piastres américaines, 65 dollars canadiens, oui, pour un abonné d'Instagram. Donc, misez vraiment sur cette collecte de data-là. Puis, une fois que vous avez sorti cette information-là du contexte d'Instagram, essayez de la contextualiser dans un autre endroit, comme par exemple du retargeting ou du marketing par courriel. Et là, vous allez pouvoir faire de la conversion. Je pense que de toute façon, de relier toutes ces plateformes-là ensemble et de les ramener à soi, de les ramener sur son site Internet, d'aller, comme tu disais tantôt, ponctionner les adresses courriels de ces gens-là, ça va demeurer la seule façon qu'on va pouvoir rester en contact de façon certaine avec eux. Là. Ça a toujours été ça, je veux dire. Moi, j'ai eu la chance, je viens d'une famille où on faisait de la vente. Mon père travaillait dans le textile, le prêt-à-porter, était responsable des achats et responsable de production pour un grand groupe textile. Puis, je veux dire, j'ai toujours été soit dans les usines de production, soit dans le magasin qu'il avait, donc le magasin, la boutique. Puis, je veux dire, la vente, ça n'a pas changé. Hein. C'est toujours la même chose. Il y a toujours cette notion de proximité. C'est juste les outils et les usages qui ont changé. On fait toujours de la vente comme on a toujours fait de la vente, mais on le fait différemment par les médias qu'on utilise pour le faire. Ça n'a pas changé. Donc oui, toujours miser sur l'information que vous allez avoir par rapport à votre usager. Plus vous allez avoir d'informations sur lui, plus vous allez être capable de segmenter votre approche. Exactement. Charlie, lorsque je reçois un invité sur l'accélérateur, je leur demande tout le temps un truc d'accélération en rapport avec le sujet du jour. En rapport avec l'utilisation d'Instagram, qu'est-ce que tu pourrais donner aux gens qui peut-être utilisent déjà Instagram et qui voudraient vraiment bonifier leur façon de le faire, de faire déjà ce qu'ils font? C'est marrant qu'on parle de ça. Je suis en train justement de préparer un guide, donc, parce que c'est un article de blog, mais d'environ 2 à 3 000 mots. Il va falloir voir comment il va sortir au final, parce que je ne suis pas encore sûr de la longueur de la chose, qui justement donne les meilleures tactiques, si je puis dire, pour donc vendre ou augmenter du moins ses performances sur Instagram. Spontanément, comme ça, je pourrais vous en donner à l'appel, comme par exemple augmenter la fréquence de publication. Une marque a aujourd'hui, en moyenne, publie 1,5 contenus par jour sur Instagram. Si vous êtes en dessous de ça, vous pouvez aller chercher ce 1,5 là, mais vous pouvez aller chercher encore plus. C'est absolument pas un problème. Travaillez mieux votre stratégie de hashtag. Vous allez augmenter la portée de votre publication, selon Larry Kim, de 70% par tranche de 10 hashtags ajoutés à votre publication. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 30. À vous de trouver le bon équilibre entre les hashtags de niche, les hashtags moyens et les hashtags les plus populaires pour justement augmenter donc la portée de vos contenus et surtout acquérir de nouveaux abonnés, parce que nombreux sont les gens qui naviguent sur Instagram en utilisant les fameux hashtags. On s'entend, ils connaissent les hashtags, mais ils ne connaissent pas forcément votre brand. Sinon, moi, ce que j'aime beaucoup également, puis j'en discutais tantôt justement avec mon associé, donc Tristan, on parlait vraiment de la valeur ajoutée qu'offrent les marques sur Instagram, et arrêtez de croire que les photos de votre équipe ou des brunchs, des lunchs, whatever, ça va faire en sorte d'intéresser le monde à long terme. Il faut que vous leur proposiez vraiment une valeur ajoutée par le biais de concours notamment. Je pensais la dernière fois dans les concours Tag a Friend, à identifier un ami. C'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas débordant de créativité, mais ça reste très efficace. Faire des rabais temporels via les stories. Tantôt, je regardais le compte de chez Ashton, la chaîne de restaurants. Il y a un bloc vraiment, je crois, d'environ 16 photos qui fait les rabais donc, pendant le mois de janvier. Ces rabais-là, sachant que c'est des rabais qui vont durer 24 heures, au lieu de les mettre dans votre timeline, sur votre profil, mettez-les dans votre stories. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire à ce niveau-là, au niveau de l'avantage réel. Les rabais ou les gratuités via les messages privés, quand ça aussi c'est automatisé, c'est super intéressant. Les stories, je le disais tantôt, les stories, il y a vraiment des opportunités incroyables. Je pense que ça va être... pour les marques qui savent utiliser Instagram, les stories, c'est un fabuleux défi parce que vous pouvez aller chercher de l'information, du feedback par le biais des sondages que vous faites dans les stories. Vous pouvez maintenant insérer des liens directement dans les stories. On parle d'un nombre moyen de 10 000 abonnés pour pouvoir
entre guillemets, débloquer cette fonctionnalité-là. Il y a déjà des gens qui ont accès apparemment à partir de 7-8 000 abonnés. Donc, à voir si vous pouvez le faire. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec les stories. Tout ce qui est automation marketing, bien entendu, c'est vraiment très, très intéressant. Il y a des choses vraiment fabuleuses à faire en automation marketing. Les gens voient ça d'une manière, entre guillemets, un petit peu mauvaise. Et c'est compréhensible parce qu'il y a bien des gens qui font de l'automation marketing sans savoir pourquoi ils font de l'automation marketing et Ouais. c'est ça le problème. Mais l'automation marketing, ça existe depuis pas des décennies parce qu'on ne va pas quand même remonter là. Mais je veux dire, tout le monde fait de l'automation marketing à son niveau. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous en faites également. Les pods également, essayez d'identifier les pods. Les pods sont des micro-communautés d'influenceurs où l'objectif est d'aller interagir à tour de rôle avec le contenu des autres influenceurs lorsqu'il est posté. C'est un très, très, très bon moyen de contourner les limites de l'algorithme d'Instagram actuellement. Le marketing d'influence, essayez le marketing d'influence. C'est pas vrai que ça coûte 100 000 piastres de monter une campagne de marketing d'influence. Souvent, vous pouvez envoyer un petit cadeau si vous ciblez des petits influenceurs. Ça marche. Petits influenceurs, on parle généralement de moins de 50 000 abonnés. Généralement, au Canada, c'est pas mal ça, les ranges. Mais on peut monter des campagnes donc, de marketing d'influence avec, comment je pourrais dire, un paiement à la performance et plus seulement un coût fixe. Il y a tellement d'avenues à explorer pour vous améliorer sur Instagram. La chance, c'est qu'Instagram est une plateforme qui évolue de manière perpétuelle. Donc, je veux dire, il y a tout le temps matière à s'améliorer. Vos contenus, je veux dire, essayez d'être plus réguliers, essayez d'avoir une qualité beaucoup plus léchée, essayez de mieux interagir avec les gens, essayez vraiment de mettre en place des systèmes de monétisation et d'acquisition de trafic. En gros, essayez de voir par rapport à vos objectifs, et encore, c'est des objectifs qui sont souvent très personnels au business, essayez de voir comment vous pouvez véhiculer comment vous pouvez atteindre ces objectifs par le biais des actions et des contenus que vous véhiculez. Un Charlie Fernandez, il utilise Instagram, il teste des choses, il observe qu'est-ce qui se passe, etc. Mais sinon, il va chercher ses inspirations, ses ressources, il va chercher ça où lorsqu'il veut bonifier son parcours. Je dirais qu'il y a trois moyens, je pense, à aujourd'hui pour vraiment apprendre. Puis, je ne parle pas d'apprendre juste sur Instagram, je pense vraiment apprendre dans le domaine des médias sociaux. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup lire dans notre domaine. Puis, je pense qu'il y a… Ce qui concerne Instagram, il y a deux personnes que je recommande, deux auteurs, deux blogueurs, deux personnalités qui sont vraiment très intéressantes. Le premier, bien entendu, c'est Gary Vaynerchuk, qui est même encore aujourd'hui, même si beaucoup de monde le critique, je trouve une sommité en la matière. C'est lui qui m'a mis la piste à l'oreille pour faire de l'automation marketing par le biais des messages donc automatisés, les messages directs d'Instagram. Il y a Larry Kim également, qui est très intéressant. J'ai eu le plaisir de voir en conférence au WAC il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans. Bref, il y a toujours des auteurs très intéressants à suivre. Ce que je vous recommande également, c'est d'aller dans la partie un petit peu plus peut-être dark de notre métier. Aller donc sur des forums qui sont des forums de Black Hat, comme Black Hat World. C'est pas pour tout le monde parce que c'est des communautés pas restreintes, mais un peu particulières, puisque vous allez voir là-bas, ça va peut-être pas vous plaire, et puis vous allez vous rendre compte que notre métier est peut-être pas si rose avec des licornes et des chats comme on aimerait le faire croire. Puis essayez vraiment, genre le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'essayer. Faites-vous des preuves de concept. Très récemment, je donnais une conférence donc organisée en partenariat avec l'entreprise Novatize à Québec. Et justement, l'objectif de cette conférence, c'était un petit peu de s'adresser à des e-commerçants, donc des gens qui ont des magasins en ligne. Et le conseil que je donnais à ces gens-là, c'était oubliez les gros plans marketing de 30, 40, 50, 60 pages. Premièrement, ça ne sert à rien. Personne ne lit, puis c'est chiant à écrire, ça on va se le dire. Mais essayez juste de monter des petites équipes agiles, débloquer des 10, 15 000 piastres, même 150 piastres de budget. Parfois, 150 piastres peuvent en générer des milliers. Et essayez de faire des preuves de concept, essayez de checker par le biais de petites expériences qu'est-ce qui pourrait marcher par votre business. Essayez d'être agile dans votre façon de penser, puis essayez d'être agile dans votre façon d'agir. Very good. On est rendu à la question. Les questions éclairent la pédale au fond. C'est des questions que je trouve à partir de ce qu'on a discuté ensemble ou à partir de ton parcours professionnel. Donc, la première, c'est un peu un wrap-up de ce qu'on vient de discuter tout au long de cette entrevue-là. Selon toi, prends un guess. Quelles seront les prochaines fonctions sur Instagram? Je peux vous dire que
Qui vont arriver au Canada, je pense qu'il va y avoir la démocratisation des liens dans les stories, ça c'est un fait. Les shoppable items, ça en est un autre. Je mettrai un petit billet également en ce qui a trait à la fonction native de repost, donc une sorte de retweet, de partage, mais sur Instagram. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va s'en aller qui va s'en venir, très très vite. Je pense qu'Instagram va aussi travailler beaucoup sur toute la notion de réalité augmentée par le biais de ses contenus, notamment les stories. Encore une fois, les stories, je pense que ça va être vraiment le gros moteur des prochaines innovations d'Instagram. Ça, puis peut-être aussi des applications tierces comme Boomerang, par exemple, ou Hyperlapse, qui sont des applications tierces buildées en fonction donc, d'Instagram. Je pense qu'on va s'en aller vers là. Puis Instagram a compris, puis c'est tout à fait légitime, je veux dire, que elle ne pouvait pas se contenter d'apporter du fame et du shine aux marques. Il fallait vraiment avoir une notion de retour sur investissement puis de conversion. Encore une fois, on peut parler de conversion initiale comme des inscriptions, de la collecte de data ou de la conversion finale, donc de la vente. Et je pense qu'Instagram va continuer à travailler cette philosophie-là tout en gardant ce petit côté, entre guillemets, si joli et si esthétique qui plaît tant à ses utilisateurs. Voilà. OK. Deuxième question. Tu as parlé tantôt que tu avais participé, tu avais été comme blogueur invité sur plein de plateformes. Deux volets à la question. La première, excuse-moi. Je dis plein de plateformes, c'est un bien grand mot, mais sur quelques-unes, oui. Sur quelques-unes, bon voilà. D'ailleurs, j'ai un petit conseil à vous donner, désolé, je t'interromps. Il y a vraiment deux choses que je trouve intéressantes à ce sujet-là. Puis moi, c'est quand je me suis lancé en entrepreneuriat, donc travailleur autonome, c'est quelque chose qui m'a frappé. Pour vous, essayez de regarder s'il y a une niche, par exemple, sur Medium, la plateforme donc, de social blogging, entre guillemets, ou encore directement via la fonction donc, publisher de LinkedIn qui permet de publier des articles, donc de longs articles sur LinkedIn. C'est un très, très bon moyen, notamment si vous travaillez donc, en B2C, donc notamment pour LinkedIn, de faire de l'acquisition donc, de leads. Vraiment, c'est des super bons contenus dans la mesure où vous n'allez pas partir une audience from scratch, comme vous le feriez depuis un blog. Mettons, vous allez monter sur WordPress. Vous partez déjà d'un écosystème où il y a déjà des usagers dans celui-ci. Et donc, encore une fois, toujours dans cette logique d'aller chercher du trafic d'un grand pour vous l'approprier, c'est une très bonne stratégie. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais c'est un peu connexe à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que ma question, c'était, il y a deux parties à ma question. La première, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté de faire du guest blogging? Oui. Parallèlement à ça, comment tu penses qu'on peut reproduire ce concept de guest blogging-là, mais dans Instagram? Qu'est-ce que moi ça m'a apporté le guest blogging, c'est avant tout un plaisir personnel dans la mesure où moi je suis quelqu'un qui aime écrire, j'aime écrire pour parler de mon métier, mais j'ai un projet beaucoup plus personnel puis qui touche absolument pas à ce que je fais au niveau affaires, qui est en fait un recueil de nouvelles. C'est la première fois que j'en parle dans une émission publique, donc c'est une grande nouvelle. Ça sera probablement jamais publié parce que c'est quelque chose encore une fois de très personnel, de très intime, mais j'aime écrire et puis le fait de pouvoir justement faire du guest blogging, ça m'a permis de faire ma passion pour l'écriture vraiment, puis ça m'a permis surtout d'avoir des échanges avec des gens qui me challengeaient sur ma façon de penser et puis qui m'ont apporté vraiment des éléments de réflexion que j'aurais peut-être pas eu lors de discussions, mettons, avec mes cercles d'amis, dans la mesure où on a souvent tendance à côtoyer ceux avec qui on partage des idées. Donc ça m'a apporté énormément, mais d'un point de vue plus business, si je puis dire, il y a tout l'aspect SEO qui est très intéressant en termes de guest blogging, bien entendu. Le fait d'avoir des liens en do-follow qui partent d'un site, par exemple, un grand média versus le blog de votre entreprise, par exemple, prenons les affaires, un blog au hasard, vers votre entreprise, ça peut être super intéressant, bien entendu. Ça vous permet également de vous positionner auprès d'un auditoire qui n'est pas le vôtre. Et encore une fois, un challenge assez majeur, si je puis dire. Donc, il y a une multitude donc, d'avantages qu'on peut trouver dans le guest blogging. Mais encore une fois, moi, d'un point de vue personnel, c'était vraiment justement personnel. C'est justement ça. C'était vraiment un plaisir personnel. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'était comment on pouvait donc repenser ce genre de modèle de guest blogging-là sur Instagram. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, le modèle que je retiens puis que j'aime beaucoup, et il y a plusieurs marques qui le font, notamment dans le cadre de campagne avec des influenceurs, ce qu'on appelle des Instagram takeover. Donc, quand des célébrités prennent pendant une semaine le contrôle donc, du compte Instagram de la marque. Ça se fait beaucoup dans le domaine donc, du prêt-à-porter, des produits de beauté, de la bijouterie. De toute façon, si vous avez une entreprise qui véhicule de l'émotion ou qui propose quelque chose de beau, vous devez être sur Instagram. Ça, c'est un fait. Donc, ces marques, forcément, ont des prédispositions pour le faire. Et quand elles se retrouvent, mettons, je ne sais pas moi, dans l'Instagram de Kylie Jenner, par exemple, je dis n'importe quoi, ça va avoir des grosses retombées pour eux. Donc, c'est une sorte de guest blogging. Sinon, il y a bien sûr les stories, vraiment monter des stories avec des produits que votre marque, entre guillemets, aime. Parce que même en tant que marque, on aime d'autres marques qui
sont pas forcément concurrentes, on va se le dire, mais qui sont des marques complémentaires à celles-ci. Je pense que c'est des choses qu'on peut envisager comme étant une traduction du guest blogging traditionnel. OK, excellent. Le mot de la fin te revient, Charlie? Qu'est-ce qui s'en vient en 2018 pour Réverbère? On est en début d'année, là. Et, c'est quoi le plan de match pour les prochains mois? Pour Réverbère, écoute, on va voir ce que Réverbère est très jeune encore. Réverbère est une entreprise, c'est un bébé, donc on va voir comment Réverbère va évoluer. J'espère que ça va rester ce pourquoi on a pensé Réverbère, à savoir une entreprise qui peut aider des PME avec 5 employés ou des entreprises qui ont plus de 500 employés et justement les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs par le biais d'Instagram et encore une fois en se basant sur une philosophie très axée sur l'obtention de résultats, donc avec énormément de transparence et vraiment de réactivité, d'agilité dans la prise de décision et les actions. Ça, je pense que c'est un premier volet. J'espère que je vais prendre beaucoup de plaisir, et mon associé aussi, dans la collaboration qu'on a actuellement avec nos clients et puis les clients qui viendront dans les prochaines semaines. Donc, pour Réverbère, ce serait pas mal ça. Pour Maple Inside, on a une startup qui est en train de faire pas mal jaser en ce moment, qui s'appelle Pix, qui est une startup dans le domaine donc des crypto-monnaies. Crypto-monnaie est un mot bien large, on s'entend, mais on fait donc ce qu'on appelle du crypto mining, on fait de la gestion de portefeuille basé sur les cryptos, ainsi que donc de l'expertise conseil donc en ce qui a trait à la blockchain. Donc j'espère qu'on va continuer à aider tout le domaine de la crypto à être vulgarisé à Québec, au Canada et dans le monde. Il y a d'ailleurs une initiative qui est très intéressante et je tiens à saluer la ville de Shawinigan pour celle-ci. C'est la mise en place donc d'une crypto-vallée. D'ailleurs, Pix aura le plaisir d'être un des piliers de cette crypto-vallée-là. Donc c'est pas mal ça. Puis pour moi, en 2018, sur le plan plus personnel, un petit voyage, ça serait le fun. Genre, un petit voyage, ça ferait du bien. Je te souhaite tout le meilleur et on va assurément te faire une place pour éventuellement que tu viennes nous parler de crypto-monnaie sur l'accélérateur. On pourra refaire un autre épisode complètement je pourrais vous envoyer un de mes associés, Clément Bourgeois, Philippe Barclay ou Hubert Perron, ou même Xavier Farouji, pourront vous en parler peut-être autant, si ce n'est mieux que moi, et surtout avec beaucoup, beaucoup plus de passion. C'est un projet qui est extrêmement stimulant, comme je te le disais, puis qui a énormément de potentiel, puis qui peut faire peur, parce que oui, parfois la crypto, ça peut faire peur. Ouais. Qui est sujet à des variations très fortes, mais qui est absolument fascinant de par l'aspect décentralisé, sécuritaire et puis novateur que cela amène, parce qu'on est en train actuellement, on est en train de repenser une économie qui existe telle qu'elle depuis des siècles. Puis c'est fascinant de prendre part à un projet comme ça. Ça nous montre que l'être humain est toujours capable de s'améliorer, puis c'est une très bonne chose. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Alors, un gros merde pour Réverbère pour 2018. Merci beaucoup. Puis, on se reparle bientôt, Charlie. Merci beaucoup. Ça marche, merci beaucoup. Merci de ton temps. Bye bye, ciao. Un gros merci pour la générosité de Charlie Fernandez tout au long de cet épisode-là. Je pense que les gens qui ont écouté cet épisode vont définitivement avoir été chercher énormément de valeur et les trucs qu'il nous a mentionnés sont extrêmement intéressants. Je pense que vous êtes maintenant beaucoup mieux outillés pour ajouter Instagram dans votre arsenal marketing pour faire démarquer votre entreprise avec Instagram. Et ne vous gênez surtout pas pour aller jeter un œil sur le site de l'agence Réverbère ou encore sur les différents comptes de médias sociaux de cette agence-là. Je pense que vous allez trouver énormément de valeur et Charlie va continuer d'ajouter énormément de trucs et d'astuces pour l'utilisation de cette plateforme-là sur les différents comptes de médias sociaux de l'agence. Alors ne vous gênez surtout pas pour entrer en contact avec Charlie. Comme à l'habitude, je laisse les notes. Je laisse les liens et les ressources qui ont été mentionnées durant cet épisode-là dans les notes de l'épisode. Voilà donc qui termine cet épisode 67. Je vous rappelle en terminant de ne pas oublier de passer vers la page marcobernard.ca /primeur au pluriel, PRIMEURS, afin de demeurer informé des primeurs qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Et il y en aura énormément, alors ne vous gênez surtout pas pour passer sur cette page-là pour rester à jour avec les primeurs du site. N'oubliez pas également que vous pouvez me rejoindre sur Instagram au instagram.com/MMarcoBernard ou encore sur Facebook au facebook.com/MMarcoBernard. Voilà qui termine cet épisode 67. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 68. D'ici là, soyez bons, soyez sages.
Et je vous dis ciao!